Bonsoir à tous. À la une de ce journal, sur le site de construction de l'autoroute Kribi-Edéa, des voix s'élèvent pour réclamer des indemnisations et dénoncer la qualité de certains travaux effectués sur les premiers kilomètres de cette autoroute. À quand l'opérationnalisation de cette infrastructure? Qu'en est-il des autres projets routiers en cours d'exécution dans la région du Sud? En visite sur les lieux, l'ingénieur de l'État et ministre des Travaux publics fait le point dans ce journal. La crise anglophone impacte sur le département du Noun. Certaines localités sont en proie à une insécurité grandissante. L'installation des autorités administratives locales a permis au préfet de faire le point sur la situation sécuritaire et les nombreux défis qui interpellent les sous-préfets récemment nommés. Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Dans l'arrondissement de Bipindi, région du Sud, les populations de Songmaï sont en colère. Elles ont manifesté pour dénoncer la corruption et les injustices de l'administration publique, accusée d'imposer certains individus se présentant comme chefs de village. Ces tensions observées ont paralysé le fonctionnement des écoles publiques depuis la rentrée scolaire. D'autres détails avec Joseph Abena. Jusqu'à 6 enfants, ils sont à la maison à l'heure actuelle, ils ne fréquentent pas. Nous disons non, le peuple de Songmaï dit non, nous sommes dépassés. Et nous disons non, nous continuons à dire non, nous ne voulons pas la corruption. Nous ne voulons pas la corruption, c'est ce que nous disons. La dictature du chef nommé nous a dit non. Voici les établissements scolaires, un CETIC et une école primaire qui sont restés fermés depuis la rentrée des classes ici à Songmaï, dans l'arrondissement de Bipindi. Les enseignants disent avoir fui la terreur du chef du village. Les parents ont pris un certain nombre d'élèves qu'ils ont amenés vers la cité. Les autres qui étaient de leur côté de la chefferie ne sont pas venus assister au défilé. Ça a donc causé des remue-ménages entre les populations et le chef. Il a donc fait un rapport par rapport au maître en l'appelant des menaces sous condition. Oui, des menaces sans condition en appelant le directeur pour lui dire ne mets plus pied à Songmaï, je ne sais pas pourquoi, tu me manques du respect et tout et tout. C'est tout ceci. On se pose la question si nous vivons encore le temps du fascisme. Un chef dont la légitimité et la légalité sont contestés ici par les 5 familles qui composent le village. On a organisé une élection. Le sous-préfet de Bipindi est venu imposer, est venu nommer un candidat qui a échoué aux élections avec 2 voix. C'est celui-là qu'on a fait chef. Il a fait chef. J'étais d'emblée celui qui a eu 3 voix. C'est pour ça que le peuple est mécontent. À travers mon petit apport, comme chef de famille de Runtok, les premiers à habiter ce village, nous dénonçons cela. Et nous souhaitons que le chef, qui a eu 3 voix, soit installé, intronisé dans l'épreuve de lait. Pour arriver à Songmaï, c'est un véritable calvaire. Pourtant, la localité est riche en ressources dont la gestion constitue la chasse gardée de certains. À l'époque de nos parents, un chef n'était pas chef parce qu'il fallait gérer les biens de l'État. Il fallait d'abord être garant par les populations pour sauvegarder d'abord la civilisation. Parce qu'il faut comprendre que chaque peuple a une civilisation. Et quand la civilisation n'est pas respectée, nos rites ne sont pas mis en valeur, alors ces chefs n'existent pas. Que les autorités comprennent qu'il faut d'abord que les garants de la civilisation soient protégés. Depuis près de 10 ans, les biens de l'État ne sont plus gérés comme à l'époque de nos grands-parents. Je me cœur un peu si les sommes sont versées dans les caisses, pas de vérification. Des correspondances ont été envoyées jusqu'à la présidence de la République pour qu'une solution soit trouvée à cet épineux problème qui paralyse le développement de cette localité. Restons dans la région du Sud pour faire le point sur les projets routiers. Les 38 premiers kilomètres de l'autoroute Kribi-Edéa doivent être opérationnels dès décembre prochain.
La construction des postes de péage automatique est en cours d'achèvement. Constat fait lors de la visite d'inspection du ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Messi, a eu maille à partir avec des populations réclamant des indemnisations pour expropriation, lesquelles populations ont également dénoncé la qualité de certaines tâches exécutées par l'entreprise prestataire. L'ingénieur de l'État a aussi fait le point sur d'autres projets routiers en cours dans cette localité. D'autres précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. L'accès au port autonome de Kribi est désormais une balade de santé avec l'achèvement des travaux de bitumage des 38,5 km qui séparent Kribi de Lolabé. La mise en exploitation de cette route, ce sera fin de l'année. Avec l'installation des équipements de péage, on aura plus que l'autoroute, même avec d'autres travaux qui sont dus à quelques économies qui ont été faites sur le marché de base ou bien sur des travaux qui sont prévus à la base. Si le maître d'ouvrage est venu apprécier la qualité des travaux réalisés, il a surtout été question de lever les dernières contraintes afin que cette section autoroutière soit opérationnelle en décembre prochain. Au village Bouilly, par exemple, les riverains ne sont pas du tout tendres avec l'entreprise qui exécute les travaux. Avant que la route vienne, il y avait un cours d'eau qui passait. Alors, ils sont venus pour faire les travaux, ils ont barré ce cours d'eau. Par contre, ils sont partis faire le dallo sur le mont. Donc l'eau ne part pas censée dallo. Donc l'eau s'en là et ça inonde tout le reste de la population, plus de 27 personnes. Séance tenante, le ministre des Travaux publics a instruit que cette défaillance soit réglée au plus vite afin d'alléger les souffrances des populations. Non loin d'ici, d'autres riverains ont également tenu à faire entendre leur voix. Il y a dit au sous-préfet que je ne libère pas. J'ai 17 personnes chez moi ici. Ma petite sœur est malade, mourante même. Elle est dans ma maison ici, avec ses petits enfants. C'est vrai, ce sera une rallonge, mais nous aurons souhaité au moins qu'on nous mette une ou deux passerelles ici pour servir peut-être les 3 villages. Puisqu'on ne peut plus mettre une passerelle par village. À chacune des préoccupations soulevées, le ministre des Travaux publics a apporté des éléments de réponse. Nous allons commencer à payer. Vous savez très bien que nous avons beaucoup de difficultés. Donc j'ai envoyé déjà une partie de l'argent pour commencer à payer. Il faut que vous sachiez que vous allez détruire vous-même votre maison et vous montrer là où vous voulez vous réinstaller. Quand l'autoroute passe, c'est pour que vous sentiez que quelque chose a changé dans votre vie, changé dans le sens du bien. C'est pour cela que j'ai demandé que la route alternative, le chef a précisé l'itinéraire, le délégué départemental des travaux publics et le délégué régional vont rapidement, dès aujourd'hui, refaire cet itinéraire-là pour que chacun se mette à réparer cet itinéraire-là. À la facilitation de l'accès au port autonome de Kribi s'ajoute le désenclavement des bassins de production agricole ainsi que l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est dans ce cadre également que s'inscrit le bitumage de la route Grand Zambie-Kribi, longue de 53 km. Ici, tout est pratiquement achevé. 98% représentent les travaux physiquement faits. Il nous reste moins de 2% des travaux. Les trucs comme les équipements de la station de paysage ne sont pas encore arrivés, mais il faut bien les placer. Il y a des trucs comme les épreuves de pont qu'on n'a pas encore fait. Nous, on marche à pied pour voir tout ce qui ne va pas et puis on les corrige. On a par exemple des trucs comme les fossés. On les avait fait en saison sèche. Maintenant, avec les pluies, comme vous avez vu, il y a des endroits où il faut refaire, il faut toucher. Et on ne peut pas laisser. On doit faire tout ça avant de partir. Rendez-vous est pris pour décembre pour la réception définitive d'environ 91 km de route, lesquels viendront densifier le réseau routier et autoroutier de la région du Sud, et particulièrement du département de l'Océan. Dans l'actualité, des villages qui se vident de ces populations à cause des incursions des groupes armés partis du nord-ouest pour s'attaquer à ces villages situés à Bangoura, arrondissement situé dans le département du Noun. Lors de l'installation du sous-préfet de cet arrondissement, le préfet du Noun l'a invité à veiller à la sécurité de cette localité. Nommé par décret présidentiel il y a quelques jours, Patrick Ndi a été édifié sur les défis qui l'attendent dans cette partie du Cameroun. Compte rendu, Mama Soufor, Vivien Tonfac et Robert Kenny. Limitrophe à Bambalan, dans le département du Gorketunja, région du nord-ouest, l'arrondissement de Bangoura dans le Noun, région de l'ouest,
a subi des incursions des groupes armés, si bien que 2 villages sont complètement vidés de leur population. Connaissent des difficultés, ces populations connaissent des difficultés maintenant à cause de l'invasion des sécessionnistes à ce niveau-là. Ils ont été obligés d'abandonner ces 2 villages-là pour venir vivre ici avec nous à Bangoura. La gestion de cet afflux de population fait partie des défis qui interpellent le nouveau sous-préfet de Bangourin. Il faudrait qu'il ménage, qu'il gouverne avec tact pour pouvoir assurer la cohésion entre les populations locales, comme je l'ai dit tout à l'heure, et les arrivées qui ne cessent de cogner à la porte du maire chaque jour. Patrick Ndi vient de prendre les commandes de cette circonscription administrative en remplacement de Mathieu Briziebga. Au-delà des défis sécuritaires, l'encadrement des activités socio-économiques est l'un des points sur lesquels doit se pencher le nouveau sous-préfet de Bangourin. Il s'agira donc de veiller à la sécurité des populations et de leurs biens, surtout dans ce contexte où les incursions sont une menace permanente dans son arrondissement. Il sera aussi pour vous de veiller sur l'activité des événements économiques, notamment à Groupe. Ancien premier adjoint préfectoral de Ntui, Patrick Ndi a hérité à la faveur des derniers mouvements dans la préfectorale d'un arrondissement ultra sensible. Et dans le département du Honkam, de nombreux défis persistent, notamment la lutte contre le chômage galopant des jeunes et l'amélioration de la mobilité des populations à travers la réhabilitation des infrastructures routières en piteux état. Ce sont les défis qui interpellent le nouveau préfet du Honkam, lui qui a été appelé à mettre fin aux crises observées entre les forces vives de ce département situé dans la région de l'Ouest. Autre explication avec Andy Gagnou et Junior Haïssi. Le Conseil régional de l'Ouest dispose désormais d'une boussole pour l'élaboration de son plan régional de développement. Il s'agit d'un guide méthodologique d'appui mis sur pied à cet effet. Celui-ci a été validé ce vendredi au cours d'un atelier présidé par le ministre de la décentralisation et du développement local. Il s'agit de nous assurer que toutes les parties prenantes, les populations, l'État, la société civile et différents groupes de réflexion mettent leurs inputs dans l'élaboration du plan. Il s'agit de nous assurer que lors de son exécution, les mêmes acteurs seront mis à contribution et que l'évaluation au fil de l'eau et à la fin du plan seront faites par les mêmes acteurs. Ce que j'ai vu hier et ce que je vois aujourd'hui me donne à penser, me donne à croire que le processus est parfaitement maîtrisé dans la région de l'Ouest. Ce document prend en compte les spécificités et les priorités des populations de la région du Soleil couchant après des consultations populaires. Nous avons commencé avant à préparer le terrain. Nous avons beaucoup évolué et nous étions dit qu'il faut qu'à la fin de cette année, nous ayons bouclé avec ce plan régional pour qu'en 2022, nous passions à l'action, que nous soyons visibles sur le terrain à travers nos réalisations. Nous sommes pratiquement à la phase terminale de ces consultations populaires parce que sur les 8 départements, nous avons parcouru 7. Il manque le département de Koum qui va certainement être visité la semaine prochaine. Nous sommes conscients des attentes de nos populations. Nous espérons donc rapidement budgétiser ces projets pour que les populations commencent à sentir notre présence d'ici l'année prochaine. Ce plan du développement est le levier sur lequel le Conseil régional doit agir pour apporter au cours des 5 prochaines années des réponses concrètes aux besoins des populations, ceci dans la perspective de l'atteinte des objectifs du développement durable. Le maçon sera jugé au pied du mur.
Vous venez de suivre un reportage sur la présentation du plan de développement régional qui a été élaboré par le Conseil régional de l'Ouest. Évoquons à présent ces défis qui interpellent le nouveau préfet du ONCAM. Installé il y a quelques jours, il doit s'atteler à lutter contre ces crises observées entre les forces vives de ce département, mais aussi les questions liées au chômage galopant des jeunes et la réhabilitation des infrastructures routières. D'autres détails avec Andy Gagnou et Junior Haïssi. Monsieur Lanyu Henry Mbani, prenez le commandement. C'est avec faste et solennité que la nuit, Henry Ngangni, nouveau préfet du ONCAM, est accueilli par les populations. Installé par le numéro 1 de la région de l'Ouest, la nouvelle autorité administrative de ce département est celui qui devra sonner le glas des difficultés qui sont l'apanage des populations. Le ONCAM est en proie à de multiples difficultés. En bien que traverser sur l'étendue de la nationale numéro 5, souffre du piteux état de ces routes. La conséquence immédiate de ce mauvais état de réseau routier est la difficulté d'évacuer les vivres des bassins de production vers les centres commerciaux. Le corollaire étant la vie chère à Bafan et dans d'autres villes. À côté de ces difficultés infrastructurelles, il est à noter l'épineux problème du chômage des jeunes. Le remplaçant à ce poste de Luc Ndongo a du pain sur la planche, surtout dans un environnement où l'élite du coin est divisée. Il doit asseoir son pouvoir d'abord pour rassembler les élites de ce département qui sont un peu dispersées sur la voie du développement. Ils ont besoin d'un encadrement et d'une synergie pour pouvoir investir dans leur département et par la suite créer les emplois pour les jeunes. Sans attendre, le nouveau préfet a réuni les populations lors d'une réunion de travail. À l'issue de celle-ci, ses administrés ont en ce dernier des lieux d'espoir. Nous sommes déjà rassurés parce que un manager, c'est déjà le ton du départ. Je crois qu'il a donné un bon ton dès le départ. Il est là pour travailler et nous osons croire qu'il va continuer ce que son prédécesseur avait déjà entamé, c'est-à-dire concilier les populations. On nous laisse travailler normalement. Aux populations, il est demandé par le gouverneur de la région de l'Ouest de se référer aux autorités compétentes pour la résolution des conflits. L'aéroport de Bafoussam répond-il aux normes escomptées pour assurer l'embarquement et le débarquement des équipes de football, officiels de la CAF et autres supporters ayant pris des vols pour assister aux rencontres de la CAN qui doit se jouer au stade de Kwekon dès janvier 2022. En visite des infrastructures aéroportuaires, le ministre des Transports a exhorté les responsables de cette infrastructure à veiller au dernier réglage pour que la plateforme soit sécurisée et dispose des infrastructures d'accueil des passagers. Nous y reviendrons. Et les États-Unis révèlent qu'il y a eu un don américain de 336 000 doses de vaccins Covid-19 à injection unique de Johnson & Johnson arrivé en fin octobre à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Avec l'arrivée de cette cargaison, les États-Unis ont fait don de 639 050 vaccins Covid-19 au Cameroun. Ces vaccins sauveront des vies camerounaises et font partie de l'engagement des États-Unis à vacciner le monde en fournissant près de milliards de doses d'ici 2022. C'est un communiqué de l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Et toujours dans ce chapitre santé, cette crise sanitaire a bouleversé les questions d'éthique. C'est du moins le constat que font des enseignants-chercheurs depuis l'apparition de la pandémie du coronavirus. L'éthique qui est au cœur d'un débat scientifique organisé à l'université de Douala, une occasion pour l'ensemble de la communauté scientifique de se pencher sur la responsabilité morale dans la recherche scientifique. D'autres précisions avec Nadine Yambou.
La crise sanitaire actuelle a révélé aux yeux du monde les tensions éthiques et de nombreuses attentes à la dignité humaine de la vie de certains enseignants-chercheurs. La modification des pratiques médicinales et les restrictions imposées par les États pour limiter la propagation du coronavirus ont complètement bouleversé les mentalités. Le choix de la gestion des malades, et ça c'est global dans le monde entier, ce sont des problèmes qui se posent. Il faut prendre une décision. Les malades les plus vieux ou les plus pauvres ou les plus accessibles, la mise à disposition des médicaments, des vaccins, est-ce qu'on les donne avec une certaine équité ou est-ce qu'on privilégie les plus nantis, comme dans la vie quotidienne, ils sont souvent privilégiés. Et ça, ce sont des questions éthiques qui se posent. Face au constat sur la régression de la conscience morale dans le secteur de la médecine, la communauté scientifique est fortement interpellée sur les dérives perpétrées au nom de la science. C'est tout l'enjeu du symposium Éthique et Sciences 2021 qui se tient à l'Université de Douala. Dans une situation, dans une crise sanitaire mondiale, les problèmes éthiques sont obligés d'être considérés. Voilà pourquoi ce symposium va non seulement parler de la santé, mais aussi des problèmes d'histoire qui font partie de la restitution de la vérité. Bon, l'éthique est soutenue par la vérité, toutes les considérations morales. Il y a lieu de réfléchir, si jamais il y a eu des écarts, de faire en sorte que pour les pandémies à venir et pour même la suite de la recherche en ce qui concerne la Covid-19, il y ait un regard un peu plus accru des comités d'éthique de telle sorte que ces droits-là cette protection soit effectivement assurée. À l'initiative du comité d'éthique institutionnelle de la recherche pour la santé humaine de l'Université de Douala, en collaboration avec l'association des anciens boursiers de l'Office allemand d'échange universitaire, la deuxième édition du symposium est un véritable partage d'échanges sur la recherche et la production scientifique dans les domaines de la science, l'environnement et le droit. Parlons à présent de l'histoire du football africain avec cette performance des Lions de la Teranga sur les traces des Lions indomptables à la Coupe du Monde édition 2002. Ils avaient eux aussi atteint les quarts de finale durant cette compétition. Le brillant parcours des héros sénégalais à Corée, Japon 2002, c'est avec Jean-Paul Chouniat dans Chemin de Cannes. Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Rentrée tambour battant au match d'ouverture de la Coupe du Monde Corée-Japon 2002. Sur une brillante victoire sur l'équipe de France, championne du monde en titre, championne d'Europe des Nations en titre et vainqueur de la Coupe des Confédérations en 2001. Les Lions de la Teranga du Sénégal poursuivent leur aventure en terre asiatique. L'euphorie historique bien digérée une semaine durant. Le capitaine Aliou Cissé et ses copains ont au menu le Danemark, ancien champion d'Europe 92 des Nations. Ce 6 juin 2002 au Munzu Cop Stadium de Ulsan en Corée du Sud. Les sémillants sénégalais contre toute attente encaissent en premier sur ce pénalty transformé de John Dal Thomason dès la 16e minute. As Thomason was in his shooting stride. Nudged him in the back, it was enough to convince the referee. Thomason with a penalty kick and 1-0 to Denmark. John Dahl Thomason, on his way to Italian football next season, gives Denmark the lead. Devant décisif contre l'Uruguay. The back line, Cissé will make his return to the lineup. And Coley on the right side, very dangerous. In midfield, watch. Ce 11 juin 2002, les 33 000 spectateurs du Suwon World Cup Stadium se régalent du beau jeu et d'un festival de buts de part et d'autre. Le Sénégal fait sensation, inscrivant 3 buts en première manche, avec l'ouverture du score du maître à jouer Halilou Fadiga sur pénalty dès la 20e minute.
To the penalty spot we go. And a yellow to Fabian Carini. I've not expected Paulo Montero to get stripped. Unbelievable. There's the ball over the top. Fadiga is looking to punch their ticket to the round of 16. 6 minutes plus tard, Pape Bouba Diop, bourreau de l'équipe de France en match d'ouverture, inscrit son deuxième but dans cette Coupe du Monde. Pape Bouba Diop and Senegal is up a pair. It starts in a loss of possession from Recoba. And there we go, Senegal off to the races. That's the touchdown. Et à la 38e minute, encore Pape Bouba Diop pour le premier doublé du Sénégal en Coupe du Monde, le troisième au compteur du buteur du jour. 3-0, les Lions de la Teranga par leurs offensives et l'ingéniosité des individualités du groupe émerveillent toute la planète foot. Ils ont terrassé les Uruguayens en 45 minutes chrono en première manche. De retour des vestiaires, les Uruguayens se réveillent et font leur jeu. Inscrivent eux aussi 3 buts dans cette deuxième manche. Richard Morales donne le temps de la deuxième minute de la reprise. Tony Silva makes a save, but we've got an early goal here. Richard Morales has pulled a goal back. 3-1. La machine fonctionne à merveille. 69e minute, Diego Forlán réduit encore le score à 3-2. Et en toute fin de match, le milieu offensif Alvaro Recoba sur penalty équilibre le score à la 88e minute. Alvaro Recoba has tied it up. À 3 buts partout au coup de sifflet final, les Uruguayens reviennent de très loin dans ce troisième et dernier match dans ce groupe A. À 2 points en 3 sorties, Diego Forlán et ses copains, forts de leur statut d'héritier de double champion du monde, sont éliminés de la compétition, tout comme les Français champions du monde en titre et champions d'Europe. 2 défaites, 1 point glané et aucun but marqué en 3 matchs. Derrière le Danemark, leader du groupe à 7 points, les Lions du Sénégal, deuxième, croisent la Suède en 8e de finale. Et ce 16 juin 2002, au Oita Stadium au Japon, les Suédois ouvrent le score. But de Henrik Larsson à la 11e minute. そして前半11分近い方ではメルベリあたりが待っています。あー、ヘディングシュートラーションエースが決めてスウェーデン先制。前半の11分。この大会で代表引退を表明。 Mené désormais 1-0, Pape Bouba Diop remet le Sénégal sur le droit chemin à la 37e minute. シュートを打てるか、左足だ。あーっと決めた。オフサイドの旗が上がっています。オフサイドの旗。 Allant à la pause à 1 but partout, le score en restera là au terme de 90 minutes de jeu. Et 30 minutes supplémentaires s'imposent pour départager les deux équipes. Le tournant du match survient à la fin de la première partie de cette prolongation sur ce but en or de Henri Camara à la 104e minute. Et le score en reste là, 2-1 au coup de sifflet final. Les Lions de la Teranga sont sur un nuage, qualifiés pour le premier quart de finale de leur histoire en Coupe du Monde. C'est la deuxième sélection nationale africaine à atteindre ce cap de la compétition, 12 ans après les Lions indomptables du Cameroun en 1990 en Italie. Senegal, the most improved African nation, against Turkey. Ce 22 juin 2002, c'est jour de quart de finale entre le Sénégal et la Turquie. Cette première confrontation de l'histoire entre les deux équipes au deuxième tour. Les compatriotes de Recep Tayyip Erdogan jouent leur premier quart de finale de Coupe du Monde, tout comme le Sénégal, première participation, pour un premier quart de tour. Au bout de 45 premières minutes, marqué des occasions nettes de buts gâchés sur des maladresses certes compréhensibles, mais inexplicables. 両チームの対戦はまずセネガルがチャンスを作ります。 頭で入れてシュートはオーバーヘッド。いや後ろから詰めてきた。さらにあるディフェンサーに当たった。押し込んでいますが
両手を上げています。主審はオスカル・ルイスさん、手を上げています。オフサイド。Au vestiaire, le coach français Bruno Metsu et le capitaine Aliou Cissé galvanisent la troupe dans l'espoir d'aller décrocher cette demi-finale en deuxième manche. On s'est allé au-dessus de nos moyens. Eux, ils jouent à 50, nous, on joue à 60, les gars. La force de notre équipe, c'est ça. On s'est toujours allé au-delà. On s'est toujours allé au-delà. Les gars, et ça, c'est une histoire personnelle. Personnelle. Chacun, les gars. Chacun doit aller plus loin. Toujours plus loin. Pas de regret à la fin. On donne le maximum. Allez, allez. Ok, pareil. Allez, encore. On joue encore. Ouais. Allez, plus longtemps. Ok, encore. À la reprise, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Si oui, encore des ratés dans la finition de part et d'autre. のチャンスをオフサイドで潰してしまったセネガル。しかし高い個人技で次々とトルコゴールに襲いかかります。 Et au coup d'envoi des prolongations, les Turcs créent la surprise dans une combinaison Oumid Davala en passeur et but Ilian Maziz à la 94e minute. Un but à 0 au coup de sifflet final. L'aventure des Lions de la Teranga du Sénégal s'arrête en quart de finale, après avoir pourtant vu la terre promise des demi-finales, sans pouvoir y accéder. Du moins, mention honorable pour le Sénégal, qui a bien défendu et rehaussé l'image du football africain dans cette 17e Coupe du Monde. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Bah, on savait qu'un jour ou l'autre, que ce soit les quarts de finale, les demi ou la finale, un jour ou l'autre, il fallait s'arrêter. Mais c'est dommage. Mais je crois qu'on n'a rien à regretter, on a tout donné. C'est comme ça que le bon Dieu l'a voulu. Je crois qu'il n'y a pas à rougir, on a perdu contre une bonne équipe. On n'a pas perdu, on a perdu qu'aux prolongations, donc on peut dire que sur cette Coupe du Monde on est resté invaincu dans le temps de jeu normal. Mais bon, c'est quand même une satisfaction d'être arrivé jusque-là, qui aurait parié sur nous au début. Bon, ben, maintenant il faut repartir à zéro parce que maintenant c'est fini et puis il faut reconstruire comme on dit. Et de retour au pays, tous les héros de la délégation sénégalaise de l'expédition Corée-Japon 2002 sont portés en triomphe par la population, reçus au palais de la République par le chef de l'État Abdoulaye Wade. Ouais, le foot, ça permet de cacher plein de problèmes qu'il y a dans le pays. Le foot, ça permet d'adoucir les mœurs, ça permet de calmer les aigreurs qu'on a dans l'estomac. Je crois que les autorités s'en servent bien aussi pour camoufler tous les coups fourrés aussi. Je vous félicite par avance de nous avoir amenés dans cette tribune internationale et surtout de faire le premier match. Vous savez, moi je devrais même vous payer, je ne sais pas comment on appelle ça, de publicité, parce que tout le monde va dire le Sénégal, mais qui est le président de ce pays-là. Je n'ai jamais eu ça dans ma vie, mais pour une fois qu'on va braquer la télévision sur le Sénégal, ce qui ne s'est jamais produit, mais c'est extraordinaire. En tout cas, je vous remercie. Voilà. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.